Bonsoir tout le monde. On m'a demandé de me présenter en quelques mots avant d'attaquer les choses sérieuses. Je m'appelle Christophe Darmanjat, je suis anthropologue social, personne n'est parfait, à l'université Paris-Cité. Mon laboratoire, c'est le LADIS. J'entretiens aussi des liens plus informels mais très étroits avec un laboratoire toulousain qui s'appelle Trace, qui est un labo de préhistoire en fait. Moi, je fais partie de ces rares anthropologues qui s'intéressent beaucoup au passé, aux grandes questions générales sur les sociétés humaines et sur leur évolution. Et donc, à ce titre, je travaille en fait au moins autant avec des préhistoriens qu'avec d'autres anthropologues. Voilà. Et puis, pour ne pas redire trop en détail ce qui vient d'être dit, oui, j'ai arpenté des thèmes comme la domination masculine et les rapports de genre dans les sociétés humaines et leurs origines, la naissance de la richesse. Tiens, d'ailleurs, à ce titre-là, je signale que je m'occupe d'une future exposition au Musée de l'Homme qui aura lieu dans 1 an et demi et qui traitera justement de l'évolution des sociétés de la préhistoire, depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'aux premiers États. Voilà, j'espère on va réussir à faire ça bien. Je me suis donc aussi intéressé plus récemment aux questions autour de la guerre, où je vais en reparler plus en détail justement de l'ensemble des conflits qui ne sont pas forcément tous des guerres et qui sont souvent très mal compris. Et j'ai donc sorti un bouquin récemment, tout à fait fin août, à la découverte, qui s'appelle Casus Belli. Je referai une petite page de pub à la fin, c'était prévu. Mais donc, en gros, ce que je vais vous raconter là, c'est pas évidemment tout ce qu'il y a dans le livre, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais enfin, disons, c'est un certain nombre d'idées, les idées principales, en tous les cas, qui se trouvent dans le livre. Voilà. Maintenant, j'allais dire que les présentations sont faites, en tous les cas d'un côté, sans plus attendre, et sauf interruption du chef d'orchestre, je me propose de lancer l'exposé. Donc l'idée ce soir, c'est un peu de discuter de la question de l'ancienneté de la guerre dans les sociétés humaines. Et cette question, j'allais dire purement scientifique, télescope très rapidement une question plus politique ou plus morale, ou je ne sais pas comment la qualifier, qui est, oui, mais alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit pour l'avenir, etc. Et hélas, je dirais bien, mon sujet est particulièrement à la mode. Quand je m'y suis lancé, c'était beaucoup moins le cas. Mais là, depuis les toutes dernières années et les tout derniers mois, évidemment, l'intérêt et j'allais dire même l'inquiétude pour ce genre de thème n'a fait que croître. Alors, je vais essayer de voir si voilà, si le PowerPoint veut bien avancer. En réalité, quand on se demande depuis quand les humains font la guerre, on télescope plusieurs questions. Et souvent, quand on veut y voir clair dans un problème compliqué, la première chose à faire, c'est d'arriver à le décomposer en sous-questions et à se rendre compte qu'on ne peut pas discuter de tout en même temps. Alors, il me semble que parmi les sous-questions qu'on peut faire émerger là-dessus, il y a depuis quand est-ce que les groupes humains se battent physiquement? Ce n'est pas la même question que de savoir si à chaque fois qu'ils se battent, on doit parler de guerre. Et d'ailleurs, enfin, c'est bien connu, toute discussion sur l'origine de la guerre, ça ne loupe pas. Au bout de quelques minutes, il y a quelqu'un qui dit, mais ça, tout dépend de ce que vous appelez une guerre. Et voilà, donc moi, on va mettre les pieds dans le plat dès le début là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle une guerre? Qu'est-ce qu'on n'appelle pas une guerre? Et c'est quoi ce qu'on n'appelle pas une guerre? Comment il faut l'appeler? Euh, Troisième question qui est liée aux précédentes, mais qui est quand même un peu distincte, c'est quels sont les objectifs poursuivis? Les gens se tapent dessus, quelles raisons? Qu'est-ce qui les amène à faire ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, évidemment, du coup, je le disais tout à l'heure, enfin à l'instant, on ne peut pas ne pas relier ça à aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de faire quand même, c'est de poser les questions dans l'ordre et de ne pas se polluer la tête dès le début en se disant, oui, mais alors si on dit ça pour le passé, du coup ça veut dire ça pour l'avenir. Parce que si on fait ça, on va faire de la très mauvaise science. Donc on va essayer pour l'instant de discuter de que peut-on dire du passé. Et
à la fin, une fois qu'on l'aura dit, on verra quelles conclusions on peut en tirer. Sachant que dans cet exposé, c'est le point 2 qui va m'occuper le plus longuement. C'est peut-être le plus nouveau dans ce que j'ai fait dans mon boulot et donc dans le livre. Ça ne veut pas dire que le reste est sans intérêt, mais enfin, c'est là où vraiment, à mon avis, il y avait quelque chose qui n'avait pas du tout, quasiment pas été exploré. Alors, j'en viens tout de suite donc à la première question. Depuis quand est-ce que les groupes humains se battent-ils? Eh ben, pour essayer de répondre à ça, en gros, on a trois catégories d'indices. La première catégorie d'indices, pardon, excusez-moi, avant d'explorer ces trois indices, un petit point de vocabulaire. Alors là, je vous ai mis une frise du temps très à la louche, très à la hache, vraiment très grossièrement taillée. Les dates, les périodes même ne valent en gros que pour l'Europe de l'Ouest. On serait ailleurs dans le monde, on serait embêté, on n'aurait même pas les mêmes noms, sans même parler d'avoir le même enfin les mêmes dates, etc. Bon, disons en gros. Euh, si on remonte dans le temps, juste avant l'état sous nos latitudes, ben, on parle de l'âge de bronze, vers moins 2000. Si on remonte encore un peu, enfin un peu, 3000 ans de plus, c'est le néolithique, c'est-à-dire l'arrivée, on va dire en gros, de l'agriculture, de l'élevage des premiers villages, la sédentarisation. Si on remonte encore de quelques milliers d'années, ce sont les derniers chasseurs-cueilleurs qui commencent à être un peu particuliers, à être un peu moins mobiles, à chasser à l'arc, enfin à utiliser l'arc, etc. Avant, c'est pas sûr, c'est même, y a pas de preuve, voilà. Et puis après, on peut remonter aussi loin qu'on veut dans le paléolithique, bah, paléolithique relativement récent, l'époque de Lascaux, de Chauvet, etc. Puis le paléolithique plus lointain, jusqu'aux premiers humains. Alors, traditionnellement, il y a une opposition dans les gens qui discutent de l'ancienneté des conflits collectifs chez les humains. Les Américains, avec leur sens de la formule, appellent ça les faucons contre les colombes. Alors, faucons et colombes, attention, ça sert aussi en politique à dire, il y en a qui aiment la guerre et d'autres qui sont contre, hein. Il y a les gars, il y a les bellicistes et les pacifistes. Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de gens qui disent, soit d'un côté pour les faucons, la guerre, c'est quelque chose de très, 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 très ancien dans l'humanité. Donc ça inclut les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, mais ça inclut aussi probablement les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique moyen, inférieur, etc. Et probablement aussi la lignée de primates qui nous a précédés. Donc voilà, la guerre est un héritage évolutif qui vient, j'allais dire, du fond des âges, en tous les cas, du point de vue des humains, du fond des âges. Les colombes, elles, ont en commun l'idée que la guerre n'apparaît que récemment dans l'histoire des sociétés. Alors récemment, on est d'accord, hein, pour des préhistoriens, tout est relatif, hein, voilà. Donc préhistorien, vous lui dites quelques milliers d'années, pour lui, c'est le petit, c'est la cerise sur le gâteau, hein, voilà. Bon. Alors après, les colombes se divisent, hein. Il y a des gens qui vous disent, en gros, la guerre dès le Mésolithique, on a l'impression que ça commence à s'installer. D'autres qui disent ce n'est qu'au néolithique, d'autres qui disent c'est à l'âge du bronze. Et puis, il y a même des gens, et d'ailleurs les dictionnaires, qui disent la guerre est un phénomène étatique. Alors là, c'est une façon de régler la question, comment dire, par décret. Hein, si je dis la guerre est un phénomène étatique, évidemment, par définition, la guerre n'existe pas avant les États. Petit problème avec cette façon de poser la question, c'est que du coup, si avant l'État, je trouve un truc où deux groupes se massacrent allègrement, y compris dans des cas d'extermination complète, je veux bien qu'on n'ait pas le droit de parler de guerre parce que c'est pas des États, mais à ce moment-là, il faut qu'on trouve un autre nom et on n'est quand même pas beaucoup plus avancé. Alors, en tous les cas, voilà, ces deux grands camps avec des mouvements de balancier historiques, hein. Il y a des périodes où c'est plutôt les faucons qui dominent, les périodes où c'est plutôt les colombes. On sort de plusieurs décennies où c'était nettement les colombes, disons depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Et on est dans le mouvement de balancier où petit à petit, les idées des faucons, je parle en France, hein, aux États-Unis c'est plus contrasté que ça, les idées des faucons commencent à s'imposer ou en tous les cas à se faire entendre. Alors, sur quelle base on raisonne? Première base, les animaux non humains.
nos cousins. Nous sommes une espèce qui n'a pas été créée par, enfin, je veux dire, on vient pas d'Adam et Ève, etc. Voilà, on est le produit d'une évolution biologique, et donc c'est pas inintéressant de regarder nos cousins et de se demander du coup si un certain nombre de caractères sont partagés comme ça, et si donc très probablement ce sont des caractères hérités ou si au contraire le caractère est beaucoup plus isolé et où donc très probablement il a été, j'allais dire inventé, innové en cours de route. Alors en gros notre arbre généalogique local, c'est ça. On avait un ancêtre commun avec les chimpanzés et les bonobos, donc les chimpanzés graciles actuels, il y a environ 8 millions d'années. Et puis là, il y a une première séparation. Et les chimpanzés et les bonobos, eux, se sont séparés il y a environ 2 millions d'années, un petit peu moins peut-être. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça donne, pardon, du point de vue des relations entre les groupes? Alors, quand deux groupes de chimpanzés se rencontrent, invariablement, ils ont des relations d'hostilité. Les groupes les chimpanzés ne fonctionnent que sur la base de la coopération au sein du groupe, l'hostilité à l'égard de l'autre groupe, et c'est même pire que ça, c'est que non seulement ils attendent pas de se rencontrer, mais les chimpanzés patrouillent de manière tout à fait active tout autour du territoire, et dès qu'ils chopent un individu, mâle ou femelle, qui n'est pas du groupe, s'ils sont en supériorité numérique, ils le zigouillent, hein, voilà. Et donc les chimpanzés ne fonctionnent encore une fois en termes de groupe que sur la base de l'hostilité. Les bonobos, bah, on ne sait pas trop bien quoi dire parce que quand deux groupes de bonobos se rencontrent, en gros, il ne se passe rien à l'échelle des groupes. Les individus qui forment les groupes vont éventuellement avoir des relations avec les individus de l'autre groupe, soit des relations empreintes d'une certaine hostilité. Il ne faut pas croire que les bonobos sont tout le temps gentils, hein. Simplement, chez les bonobos, l'hostilité est rapidement éteinte, en particulier par l'action des femelles. Mais ça chicane quand même, hein, voilà. Mais il ne développe donc pas d'hostilité entre les groupes, mais il n'y a pas de coopération à l'échelle des groupes non plus. À la limite, il y a des paires d'individus qui vont se former et qui vont coopérer, mais ce n'est pas le groupe qui coopère. Voilà. Alors les humains, bah, je vous apprends rien, les humains sont à la fois, nous sommes un collègue qui comparait ça avec Janus, hein, le dieu aux deux visages, mais les humains sont capables à la fois entre groupes de témoigner de la plus extrême hostilité, au point d'ailleurs de s'exterminer mutuellement s'il faut, mais aussi d'une capacité de coopération sans égale dans le monde animal. Et quand je parle de coopération, je parle de coopération au sein du groupe, mais je parle de coopération intergroupe, entre groupes. Voilà. Donc les humains sont capables de tout. Alors vous voyez qu'avec ça, on n'est pas très avancé parce que du coup, c'est pas du tout évident de savoir, du point de vue du comportement, à quoi ressemblait le dernier ancêtre commun, s'il était plutôt sur le mode hostile, est-ce qu'il ressemblait plutôt aux chimpanzés actuels, est-ce qu'il ressemblait plutôt aux bonobos actuels, plutôt aux humains actuels, on n'en a pas la moindre idée. Donc cet indice, il est évidemment intéressant à explorer, mais en fait, il n'est pas très informatif. Voilà. Alors, deuxième catégorie d'indices, c'est évidemment l'archéologie. Ça, c'est ce qui tombe même, on est sous le sens. Si on veut gratter, enfin connaître le passé de sociétés qui n'écrivaient pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? On creuse, enfin généralement on creuse, on retrouve leurs traces matérielles, et puis bah, de ces traces matérielles, on essaye de faire un certain nombre de déductions sur leur vie sociale. Alors l'archéologie, elle a au moins le mérite de donner une réalité sur laquelle tout le monde est d'accord, les faucons comme les colombes. Plus vous remontez dans le passé, moins vous trouvez de traces de combats collectifs. Ça ne fait absolument aucun doute, personne ne conteste ça. Voilà. Ou on peut le dire à l'envers, plus vous avancez vers le présent, plus vous trouvez de traces de conflits collectifs voilà, avec des... bon. Alors, qu'en est-il de ces traces? Au-delà, on va dire, je vais prendre comme barrière la barrière classique, le néolithique, hein, l'agriculture, etc. Donc, chez des chasseurs-cueilleurs, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose, mais on a quand même trois sites, dont deux en Afrique autour de -10, -11 000. Alors, c'est peut-être des chasseurs-cueilleurs pêcheurs, c'est peut-être des chasseurs-cueilleurs un peu sédentaires, etc. On ne sait pas trop bien, mais en tous les cas, il y a deux sites, l'un étant
plutôt une succession d'escarmouches. C'est un cimetière construit sur des dizaines d'années. L'autre étant un massacre de 25 personnes d'un coup, voilà. Mais enfin, c'est tout ce qu'on a. Et puis en France, en Charente, il y a une grotte qui s'appelle la grotte du Placard, dans laquelle on a, alors beaucoup plus ancien, et là vraiment on peut dire chasseurs-cueilleurs nomades pur sucre, hein, voilà. On a des individus qui ont été cannibalisés, leur crâne découpé d'une manière qui ne laisse pas beaucoup de doute sur la signification de cette chose-là, de cette pratique, des mâchoires qui avaient été retravaillées probablement pour servir de trophée de pendentif ou de choses comme ça. Voilà. Et c'est à peu près tout. Voilà. Alors, toute la discussion qui oppose la communauté des archéologues depuis maintenant des décennies, tourne autour de la question, si on retrouve de moins en moins de choses en remontant vers le passé, est-ce parce que il se passait de moins en moins de choses, version Colombe, voilà, ou est-ce que il pouvait se passer autant de choses, ou en tous les cas un nombre significatif de choses, mais qu'il y a de bonnes raisons au fait qu'on n'en retrouve pas de traces. Voilà. Et donc toute la discussion en archéologie va tourner autour de qu'est-ce que ça nous dit qu'on retrouve moins de choses, encore une fois. Est-ce que c'est parce que la réalité elle-même était, comment dire, dépourvue de guerre ou de conflits collectifs, ou est-ce que c'est parce que ces conflits collectifs avaient fort peu de chances de laisser des traces jusqu'à nous? Alors, troisième catégorie de preuves, eh bien là, ça va être des raisonnements tout aussi indirects à partir de l'anthropologie sociale, c'est-à-dire de l'étude des peuples dépourvus d'État et qu'on a pu observer, alors on va dire à la louche, dans les 3-4 derniers siècles, hein, et puis aujourd'hui, c'est quand même à peu près fini, hein, voilà. Alors, grand avantage évidemment de l'ethnologie, au lieu de raisonner sur des traces matérielles extrêmement ténues souvent, là vous raisonnez sur des sociétés qui ont été observées, et pour certaines observées de près, avec beaucoup de détails, des récits tout à fait circonstanciés, des sources diverses qu'on peut croiser. Bon, d'autres fois c'est un peu plus ténu que ça, mais globalement on a une masse énorme de documentation. Évidemment, une fois que vous avez de la documentation comme ça, bah, vous pouvez essayer de vous y retrouver en disant, tiens, quand même, il y a un tropisme, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, il y a une ligne, il y a quelque chose qu'on retrouve dans plein d'endroits, voire partout. Bon, voilà. Et donc, très probablement, quand même, que ça a l'air d'être une forte contrainte ou une forte régularité dans les sociétés humaines. Alors, premier point, des sociétés où on se battait pas entre groupes, on n'en a quand même jamais beaucoup vu. Et les rares qu'on a vus, c'était quand même quasiment tout le temps des sociétés faibles, entourées de gens beaucoup plus puissants qu'eux et qui du coup avaient dit nous on est contre la violence, mais en fait elles étaient contre la violence parce que évidemment c'était un terrain sur lequel elles étaient sûres de perdre. Mais une société, j'allais dire dans des conditions normales, une société humaine, elle pratique à des degrés divers et sous des formes diverses, mais elle pratique assez invariablement la violence, aux besoins en interne, aux besoins en externe. On va y revenir. Évidemment, l'ethnologie a cet immense avantage de nous montrer des coutumes, des raisonnements, des mœurs, des institutions, des tout ce que vous voulez, auxquels jamais on n'aurait pensé si on les avait pas, parce que nous, bah, notre société en est dépourvue, plus exactement, parfois les a perdus depuis longtemps. Mais un truc même aussi bête que enfin je dis aussi bête, aussi évident que le cannibalisme dont je parlais tout à l'heure, ben, je ne suis pas sûr, si on n'en avait pas rencontré des exemples nombreux en ethnologie, que c'est quelque chose qui viendrait aisément à l'idée qu'il y a des sociétés humaines pour qui c'était tout à fait normal et tout à fait bien d'être cannibale, c'est parce que c'est quelque chose qui est en dehors de notre univers social et mental. Évidemment, toute la question avec l'ethno, c'est dans quelle mesure on va pouvoir inférer des choses sur des sociétés passées à partir des observations faites actuellement et dans quelle mesure on peut dire que ça nous fournit des modèles, jusqu'à quel point, etc., etc. Et cetera. Et je vous passe tous les détails, mais évidemment, c'est le grand point de méthode. Alors,
cette observation générale des sociétés humaines fournies par l'ethnologie, donc sur des milliers de sociétés, on a une documentation absolument monstrueuse. Il y a quand même deux grandes lignes de force qui ressortent, et ça, il n'y a pas de discussion, c'est vite réglé. Un, les humains sont câblés pour fonctionner en groupe. Et pour fonctionner en groupe, avec toujours cette idée de il y a nous et il y a eux, et nous, on est mieux qu'eux. Voilà. Et donc, si vous voulez, je ne sais pas comment appeler ça, l'ethnocentrisme, la xénophobie, le racisme, l'esprit de clocher, voilà, il y a des les primatologues parlent de parochialisme au sens esprit de paroisse, esprit de clocher, voilà. Ça, c'est très humain, c'est pas que humain, hein, on le retrouve dans plein d'autres espèces animales, mais voilà. Mais les humains sont très forts pour ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est évidemment la matière première à partir de laquelle vous faites des affrontements entre groupes. Voilà. Ce n'est que la matière première. Moi, je vais essayer de vous montrer ensuite comment, justement, à partir de cette même matière première, on va fabriquer différentes sortes d'affrontements. Deuxième grande constante, un truc qui s'appelle la division sexuée du travail. Dans les sociétés humaines, les armes, en tous les cas les plus létales, la chasse au gros gibier, la guerre et les conflits et la politique extérieure sont invariablement et à une majorité absolument écrasante des faits masculins. Certes, on peut trouver quelques nuances, quelques exceptions, etc. Et c'est fort intéressant de s'intéresser aux nuances, aux exceptions, à condition de ne pas se faire avoir par des annonces des fois très tapageuses, et en particulier en vue une période là-dessus où comment dire, peut-être au nom de mon sentiment, mais enfin, il se raconte des fois des trucs vraiment tout à fait faux là-dessus. Ça reste des nuances et des exceptions, et donc très, très, très majoritairement. Alors là, une photo qui serait carrément pas passée sur Facebook, hein, celle-là, parce que ça, c'est des Australiens, et eux, ils ont même pas d'étui pénien, donc ils sont complètement à poil. Mais en tous les cas, voilà, un groupe de combattants en Australie, et comme on voit, il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, voilà. Et c'est encore une fois une règle tout à fait générale. Alors, sur cette question donc de la possibilité de conflits collectifs chez des chasseurs-cueilleurs, moi, il s'est trouvé que avant de faire le bouquin, en gros que je vous résume là, je m'étais intéressé, j'avais travaillé sur le cas spécifique des Australiens, les Australiens qui sont des chasseurs-cueilleurs, comment dire, pur sucre, voilà, sans l'ombre d'une agriculture, et qui possèdent pour les anthropologues la grande particularité d'avoir été, comment dire, sur un territoire 15 fois grand comme la France, avec 500 tribus, donc une grande richesse de documentation, et deux, jusqu'à ce que les Blancs mettent le pied en Australie fin 18e, c'est les seuls chasseurs-cueilleurs au monde qui n'étaient pas en contact avec des cultivateurs. Partout ailleurs dans le monde, les chasseurs-cueilleurs qu'on a observés, c'était des gens qui vivaient dans les marges, à l'endroit où l'agriculture n'était pas possible, donc sur la banquise, au fin fond des déserts, au fin fond des forêts, etc. Là, les Australiens, ils avaient toute l'Australie pour eux tout seuls, si j'ose dire, et donc c'est, comment dire, ils ont une valeur documentaire très particulière. Alors, première idée reçue, les chasseurs-cueilleurs, ça ne se bat pas et ça ne fabrique pas d'armes spéciales pour le combat, puisque, par définition, bon, éventuellement, quand ils se chicorent, ils utilisent les armes de chasse. Bah, c'est pas vrai du tout. Alors, chez les Australiens, vous voyez, par exemple, un bel exemple d'Australien avec son bouclier et sa massue qui est coudée. Et pourquoi elle est... Alors le bouclier, c'est évidemment pas contre les kangourous, et la massue coudée, c'est pas contre les kangourous non plus. C'est tout simplement parce que le type en face, il a lui aussi un bouclier, et avec une massue coudée comme ça, bah, il y a des coups qui permettent de faire le tour du bouclier, et donc d'aller lui crever un œil, lui ouvrir le crâne, etc. etc. C'est du bois, mais je vous jure que c'est du bois extrêmement dur, extrêmement lourd, et qui fait beaucoup de dégâts, hein, voilà. Voilà un autre exemple de bouclier australien. Les boucliers australiens ne sont pas tous comme nos boucliers à nous, larges. Ils n'avaient pas forcément de la matière première pour faire ça, et surtout leurs boucliers servent à parer les coups de massue. Et donc c'est en fait c'est quasiment des gros bouts de bois bien solides avec une poignée. Encore une fois parce que le but c'est moins d'esquiver d'un projectile que d'esquiver un coup de massue. C'est bien connu. L'épée n'apparaît qu'avec le bronze.
Et voilà, et l'épée de bronze est la première arme, tralali, tralala. Alors là, vous voyez, j'ai d'abord fait apparaître un mix entre un boomerang et une massue. C'est une arme que vous pouvez tenir à la main comme ça, ou que vous pouvez lancer et lui faire faire un vol tournoyant, un vol plané. Les témoignages disent que ça pétait net un bras, une jambe, un crâne quand ça les heurtait. Vous voyez, celui de droite, ce qu'il a, là, l'espèce de grand truc, c'est une épée. C'est une épée de bois donc évidemment moins performante sur le plan technique que l'épée de bronze, voilà, mais c'est une épée et c'est pas du tout vrai. L'idée que l'épée n'est arrivée avec le métal est parfaitement contredite par l'ethnographie australienne. Et puis pour finir, l'arme, j'allais dire un peu reine en Australie, c'est la lance. L'Australie, il n'y a pas l'arc, hein, c'est le seul endroit du monde où les types n'avaient ni inventé ni importé l'arc, mais ils avaient par contre toute une gamme de lances et en particulier une spécialisation. Il y avait dans plein de tribus, il y avait la lance pour le poisson, la lance pour le gibier et la lance pour le combat ou pour la guerre, avec des dispositifs qui en amélioraient la performance et la létalité. Voilà. Donc voilà un premier pavé dans la mare des colombes. Voilà des chasseurs-cueilleurs qui non seulement se battaient, mais qui fabriquaient des armes spécialisées, voilà, pour se battre. Alors, j'avais notamment fait une base de données, j'avais recensé l'ensemble des extraits qu'on trouve, des témoignages sur des groupes aborigènes qui se battaient. J'en ai finalement, alors il y a des collègues qui m'ont aidé, qui ont complété, mais on en est à 215. La base est en ligne sur Internet, on peut aller voir les sources, etc., voir que je n'ai pas gonflé les chiffres, je n'ai pas inventé les témoignages, etc. Et avec une grande variété, vous voyez, je vous ai mis le bilan de ces affrontements, une grande variété d'issues. Il y avait des batailles un peu étranges où vous aviez des dizaines, voire des centaines de combattants qui s'opposaient, et pourtant ça faisait pas de mort, ou un mort, ou deux, voilà, enfin on avait l'impression qu'ils se battaient de manière un peu bizarre, et puis il y a des fois où et quand je dis des fois, vous voyez, il y a plus de 50 occurrences où il y a eu plus de 10 morts. Alors, 10 morts, ça peut paraître dérisoire, hein, parce que nous, genre un affrontement où il y a 10 morts, bon, mais il faut bien voir que là, on est à l'échelle de chasse de société ou un groupe social. Alors la tribu, c'est en gros 500 personnes en Australie, mais elle fonctionne sous la forme de 10 groupes indépendants de 50. Voilà. Donc le groupe de base, c'est 50 personnes. Quand vous avez 10, 15, 20, 30 morts, c'est absolument dévastateur. C'est même beaucoup plus, en termes relatifs, beaucoup plus dévastateur que les guerres modernes. Voilà. Et donc ces chiffres de plus de 10 morts, ils sont tout à fait significatifs de violences extrêmement élevées pour les sociétés qui les pratiquaient. Alors le point aussi important, c'est que tout ça ne se retrouve absolument pas en archéologie. Les traces de conflits collectifs en Australie, c'est quasiment zéro. Il y a une exception, je vais y venir. Pourquoi? Ben, parce que leurs armes sont en matière périssable, donc on ne retrouve rien. Les cadavres, bah, il n'y a pas de cimetière militaire, donc soit on les laisse pourrir à l'air libre et les animaux ont vite fait de les disperser, etc. Soit on les bouffe, et dans ce cas-là, on les retrouve, j'allais dire, encore moins, mais enfin tout pareil. Et donc, un archéologue qui est australien, s'il n'a pas la documentation ethnologique, il serait tenté de dire ces gens-là n'ont jamais fait la guerre. Et en ethno, au contraire, on la voit de partout. Alors la seule exception en Australie, c'est cet art pariétal figuratif, ce que nous n'avons, enfin, qui représente des scènes. Notre art pariétal européen, lui, il représente pas de scène, hein, Lascaux, etc. Vous avez des animaux comme ça et des symboles, mais vous n'avez pas ça raconte rien, voilà. Et là, dans un coin de l'Australie, ils ont des représentations. Alors c'est un peu schématique, hein, les bonshommes sont un peu filiformes, mais on voit très nettement avec l'œil de l'habitude. Ils ont des lances barbelées et ils ont des propulseurs, c'est-à-dire cette espèce de bras de levier avec lequel on projette la lance pour qu'elle aille plus loin, etc. Et on a donc une représentation de conflit collectif qui est datée à peu près -3000. C'est la plus ancienne représentation de bagarre collective. Et en plus, enfin je dis bagarre, il y en a quand la lance qui les traverse, hein, donc voilà. Et en plus, donc chez des chasseurs-cueilleurs, encore une fois, absolument pur sucre. Voilà. Alors, j'en viens maintenant comment dire,
à la substantifique moelle, en tous les cas au passage le plus long, et encore une fois, je pense le plus novateur dans ce que j'ai fait. Euh, c'est toute cette question de quand les gens se battent, quand des groupes humains se battent, est-ce que c'est forcément une guerre? Problème, nous, on a tendance à voir des guerres partout. Pour une raison simple, c'est parce que nous, on ne fait que ça. Chez nous, quand il y a deux groupes qui se battent pour se tuer des gens, ça s'appelle une guerre. Et donc, bah, évidemment, on a tendance à prendre notre cap pour une généralité et à voir des guerres partout. Alors ça va être un problème parce qu'évidemment, la bonne question, c'est de se dire, évidemment, une guerre, c'est un conflit entre groupes. Mais faut prendre le problème par l'autre bout. Est-ce que chaque fois qu'on a un conflit entre groupes dans une société, ça doit s'appeler forcément une guerre? Alors, premier élément qui nous laisse penser que ça va être un petit peu plus compliqué que ça, c'est un truc qui a été quand même assez bien identifié, un par des historiens, deux par des anthropologues, trois par des politologues ou des choses comme ça. C'est un type de conflit entre groupes, alors qui n'a pas de nom standard, on va dire, chacun lui donne un nom différent. Donc les anthropologues anglo-saxons appellent ça le feud. Moi, c'est le mot que j'emploie parce que je tombe souvent là-dessus, Feud. Il y a bien un mot en français, mais ça fait tellement longtemps que plus personne s'en sert qu'il n'y a plus que les historiens du Moyen Âge qui savent qu'il existe et qui savent ce que ça veut dire. C'est la Fed, Faide. Pourrais vous parler de la Fed, mais en fait, je pense que vous comprendriez pas mieux que si je vous dis le feu. Voilà, donc voilà. Le nom à la limite sous lequel nous on le connaît mieux, c'est la variante méditerranéenne, enfin ouest méditerranéenne, c'est la Vendetta. Voilà. Tout ça, alors il y a plein de noms qu'on va trouver un peu partout dans le monde autour de ce truc-là. Donc tout ça constitue un phénomène relativement bien identifié. En gros, ça va être une chaîne de vengeance. Donc, dans les conflits collectifs, il y a au moins la guerre et la vendetta, et c'est pas pareil, de la vie à peu près générale. Grande question, et alors là, je vous dis pas le nombre d'articles, de bouquins, de trucs, de tout ce que vous voulez consacrer à ça. Quel est, on voit bien que c'est pas la même chose. Quel est le bon critère? Quelle est la bonne définition? À quoi on reconnaît une guerre d'une vendetta et une vendetta d'une guerre? Alors, je vous passe sur les mauvaises réponses, hein, je zappe, je viens directement à ce qui, à mon avis, est la bonne solution. Je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est un collègue, comment dire, avec qui j'avais un peu collaboré, qui est un chercheur de toute première qualité et qui a écrit un article il y a 4 ou 5 ans qui, à mon avis, donne une excellente réponse au problème. En gros, dans la guerre, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à vaincre. Parce que, en fait, et von Clausewitz, qui est un théoricien de la guerre assez connu, le disait déjà il y a 2 siècles, qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est essayer de contraindre l'ennemi à accomplir notre volonté et le contraindre, évidemment, par la force. On veut quelque chose que l'ennemi ne veut pas. Ça peut être lui piquer un bout de territoire, ça peut être le mec transsuggestion, ça peut être l'exterminer, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais voilà, nous on veut un truc, lui il veut pas, et du coup, par les armes, on essaye de lui imposer. Donc il y a l'idée de victoire dans cette affaire-là. Dans la vendetta, c'est totalement différent. Il y a l'idée d'équilibrer les pertes, de faire la loi du talion. Alors là, il faut que je fasse une petite parenthèse parce que c'est absolument essentiel. Pour nous qui vivons dans une société dépourvue, étatique, pardon, j'ai dit dépourvue, c'est le contraire, hein, pourvue, enfin, étatisée depuis longtemps, il est évident que la vengeance, c'est d'abord un truc pas bien, moralement, et qu'ensuite, c'est le contraire de la justice. On nous l'apprend depuis tout petit. Donc, si quelqu'un nous fait du tort, à part quand on est en légitime défense, mais là, c'est pour sauver sa peau, on ne doit pas se venger soi-même. Voilà, c'est un impératif politique, enfin moral et aussi politique, au sens où si on se met en tête d'aller se venger soi-même, on va nous-mêmes avoir des ennuis. L'État va nous poursuivre en disant, vous n'aviez pas à faire ça, quel que soit le tort que vous avez subi au départ. C'est à l'État de rendre la justice. C'est l'État et lui seul qui, un, détermine si le coupable est bien coupable, et deux, lui inflige une sanction.
Alors ça, c'est vraiment des raisonnements de société étatique. Quand vous êtes dans une société où il n'y a pas d'État, eh ben, le problème se pose exactement à l'envers. Non seulement c'est pas interdit de se faire justice soi-même, mais ça devient obligatoire, obligatoire moralement et obligatoire socialement. Si vous ne vous défendez pas quand on vous inflige un tort, vous êtes un moins que rien, vous êtes un nul, vous êtes voilà, vous n'existez plus socialement. Alors, comment ça se passe? Ben, en gros, le principe de base, après il y a moult déclinaisons, mais enfin le principe de base, c'est la défense standard, c'est de rendre coup pour coup. Voilà, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Et donc, si quelqu'un d'un autre groupe vient vous tuer quelqu'un, bah, vous allez lui buter quelqu'un. Voilà. Et il y a l'idée que si on fait ça, normalement, on est quitte. Voilà. Alors, il y a effectivement des cas où ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un groupe A tue, dans certaines circonstances, quelqu'un du groupe B. Le groupe B vient voir le groupe A. Alors, soit il s'annonce, soit il le chope par surprise, hein, ça c'est bon, voilà. Mais en tous les cas, lui retue quelqu'un, le meurtrier ou un autre, et il y a l'idée que normalement, on n'en parle plus, c'est réglé. Des fois, ça se passe comme ça. Et puis des fois, le groupe A, il dit, mais j'avais rien fait, moi, pour moi, voilà. Donc, le meurtre que B vient de me faire est un meurtre qui appelle la vengeance. Et A va tuer quelqu'un de chez B pour compenser le meurtre qu'il avait subi. Et là, B dit, bah, on était à égalité, on avait fait un partout, mais là, A vient de remettre les couverts, et donc on est à 2-1, et donc il faut qu'on aille retuer quelqu'un de chez A pour rétablir à 2. Voilà. Et c'est ça un feud, c'est ça une vendetta. C'est-à-dire que les deux camps veulent équilibrer les pertes, mais ils ne sont pas d'accord sur l'état des comptes. Voilà. Et donc ça peut durer des mois, des années, des décennies. Alors, ça peut se finir de bien des manières. Une des manières, c'est quand il y a un des deux camps qui est tellement affaibli que bah, voilà, il ne se défend plus et qu'on en reste là. Mais sinon, des fois, on arrive à se remettre d'accord. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les deux parties disent, bon, allez, discutons, refaisons les comptes, voilà. Et vous en arrivez à l'idée que, bon, finalement, tout ça pourrait s'arrêter si seulement le groupe A doit une vie, par exemple, au groupe B. Alors, comment est-ce que ça peut s'arrêter sans effusion de sang? Bah, si vous êtes dans une société qui n'a pas encore inventé la richesse, une première société humaine, comme les aborigènes australiens, il n'y a qu'une vie qui peut compenser une vie. Donc, plutôt que de buter quelqu'un, par exemple, vous allez donner une femme ou un enfant. Et voilà. Et ça soldera la dette de vie et on n'en parle plus. Si vous êtes dans une société plus tardive qui a inventé la richesse, eh bien là, vous avez la possibilité de payer la dette de vie avec des biens matériels. Vous allez payer avec de l'argent. Vous savez, exactement comme dans notre propre société, il y a les dommages et intérêts. Vous avez esquinté quelqu'un, vous lui avez, je ne sais pas moi, vous l'avez foutu en fauteuil roulant par imprudence, par etc. Bah, vous êtes condamné à verser du pognon. Ça lui rendra pas ses guiboles. Voilà. Dans une société sans richesse, à la limite, il fallait que vous aussi, vous n'ayez plus de jambes pour que ce soit équilibré. Voilà. Bah, dans une société avec richesse, on considère qu'une certaine somme d'argent va compenser la perte des deux jambes. Voilà, c'est finalement assez étrange aussi si on se met du point de vue des sociétés sans richesse, hein. Voilà, on est toujours l'exotique de quelqu'un, hein, voilà. Alors, en tous les cas, c'est ça finalement le bon critère qui marche, à mon avis, entre la vendetta et la guerre. Le truc, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on a fait en anthropologie? On a dit, bon, bah, quand les gens se tapent dessus, le truc auquel on pense en premier, c'est la guerre. Éventuellement, on va dire, ça peut être un feu d'une vendetta avec des critères qui ne sont pas toujours le bon, ne sont pas toujours celui que je vous ai montré, mais enfin, il y a cette idée-là. Et puis, alors, il y a des trucs, il y a le reste. Et le reste, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a dit, fou, fou, c'est des guerres, parce que nous, on connaît que ça encore une fois, donc on voit des guerres partout, c'est des guerres, mais alors on était un peu embêtés parce que c'est des guerres. Moi, on va rajouter un adjectif pour faire bien, pour montrer qu'elles sont quand même un peu étranges, voilà, et on va dire c'est des guerres. Alors l'adjectif qui a eu le plus de succès, c'est des guerres rituelles ou des guerres ritualisées. Alors, il me semble que ce mot ne veut à peu près rien dire. Enfin, plus exactement, il y a des contextes précis dans lesquels il veut dire quelque chose, mais en l'occurrence, il sert de fourre-tout à peu près, et il sert juste en fait à dire de manière un peu plus savante, pardon, excusez-moi, il sert juste pour dire de manière un peu plus savante, c'est des guerres bizarres.
C'est des guerres auxquelles on comprend rien, mais on va mettre rituel ou ritualisé, c'est quand même plus classe que de mettre guerre bizarre ou guerre à laquelle je ne comprends rien. Voilà. Et on s'est débarrassé du problème comme ça. Alors, moi, mon boulot, ça a été finalement de me dire, il faut prendre au sérieux ce grand sac fourre-tout, là, voilà, et il faut arriver à voir, mais que font les gens vraiment, en fait, quand ils font ça? Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va commencer par partir d'un exemple, qui est un exemple qui vient d'Amérique du Sud, dans les Andes. Ça se fait depuis des siècles. Même si on paraît qu'en ce moment, Morales, en Bolivie, il aimerait bien que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça s'appelle le Tinku. Et ça consiste, une fois par an, à une date convenue, etc., vous avez deux villages ou deux moitiés de villages qui se rencontrent. On commence par se chauffer, là, on le voit hein, sur la photo. Et puis au bout d'un moment, eh ben, les hommes vont finir par se taper dessus fort. Alors, on n'utilise pas les armes à feu, on n'utilise pas les armes blanches, mais alors là sur la photo, ils ont des espèces de gants coquets là pour l'un, mais souvent ils ont des matraques molles, enfin souples, avec une pierre à l'intérieur, vous voyez, et on se tape dessus. C'est très violent. Il y a des bras cassés, il y a des jambes cassées, il y a des crânes ouverts et il y a des morts. Et les morts, nous dit-on, sont accueillis dans une atmosphère de liesse générale. Et les morts, alors ça dure l'après-midi ou la matinée, après ça s'arrête, on n'est pas fâché, voilà, on ne venge pas les morts, on se quitte et on recommence l'année d'après. Pourquoi est-ce que on fait ça et pourquoi est-ce qu'on est content quand il y a un mort? Parce que le but de cette manœuvre, c'est que le sang des hommes coule afin d'abreuver la déesse mère, qui est la déesse de la terre. Alors mère, je sais pas, la déesse de la terre, qui est la Pachamama, je traduis vaguement, hein, voilà, mais et qui est la déesse qui fait pousser les récoltes. Et Pachamama, bah, si vous voulez qu'elle soit gentille avec vous et qu'elle fasse bien pousser les récoltes, etc., bah, en fait, il faut lui faire un sacrifice, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et ce sacrifice s'opère par cet affrontement sanglant entre les groupes. Alors, vous voyez, bah, j'allais dire par paresse ou par facilité, on dit, oh, bah ça, c'est de la guerre rituelle. Voilà. Parce qu'on voit bien que c'est pas de la guerre comme chez nous, quoi. Enfin, voilà, bon. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, encore une fois, on n'a pas dit grand-chose. Et moi, je me suis posé la question, c'est finalement, bah, la guerre, la vendetta, le tinku, quels sont pourquoi c'est pas ni de la guerre ni de la vendetta le Tinku, voilà, pourquoi c'est un truc à part. Alors j'ai retourné ça, je vous donne évidemment que la solution, ça m'a occupé pendant des mois si ce n'est des années, j'ai retourné ça dans tous les sens à essayer de me poser les bonnes questions. Évidemment il y a plein de critères possibles et donc vous les essayez tous les uns après les autres en disant celui-là il marche bien, ah oui mais non en fait il marche pas si bien que ça, etc. J'en suis arrivé à l'idée que il y a deux questions qu'on peut poser et qui vont nous permettre de nous y retrouver déjà très bien dans cette affaire-là. Première question, est-ce que les gens se battent parce qu'ils ont un différend, parce qu'ils ont une querelle, parce qu'il y a quelque chose qui les oppose, et que au travers du combat, cette querelle va être vidée, va être résolue. Alors, si on pose la question comme ça, ben, on voit bien que pour la guerre et pour la vendetta, la réponse est oui. Le combat va être l'occasion de vider une querelle. Pas de la même façon. Dans la guerre, on essaye de la vider en gagnant. Dans la vendetta, on essaye de la vider en équilibrant les comptes. Mais il y a l'idée que on se bat pour en finir avec notre différend. Voilà. Le Tinku, pas du tout, hein. On n'avait pas spécial, on n'avait rien contre ces gens-là, et on n'a pas ni plus ni moins contre ces gens-là une fois qu'on s'est battu qu'avant. Ça n'est pas le problème, c'est pas le but de la manœuvre. On ne se bat pas pour rétablir la paix. Deuxième question, est-ce que les combattants, les groupes de combattants, se sont mis d'accord avant le combat sur tout un tas de choses, sur les modalités, alors sur le lieu, l'heure, le type d'arme, le type de coup, etc., etc. Mais surtout, et c'est ça le critère décisif, sur comment ça finit. Voilà. Alors, ce qui est frappant, c'est que dans le Tinku, ben oui, les gens savent à l'avance quand est-ce que ça finit. Ça finit au coucher du soleil, à la fin de la matinée, enfin bon, bref, le combat va durer un temps déterminé, et après, hop, c'est fini, et on n'y revient plus jusqu'à l'année prochaine.
Évidemment, bah ça, l'actualité est là pour nous le rappeler, que ce soit les vendettas, que ce soit les guerres, on sait quand ça commence, personne ne sait quand ça finit. Et l'exemple, enfin, l'actualité est remplie d'exemples où, bien malins qui pourraient dire pour combien de temps c'est parti, ces sales affaires-là. Donc voilà deux différences qui me semblent être les bonnes questions à se poser sur les conflits collectifs et qui vont donc me permettre de faire une classification, un beau tableau avec quatre cases, selon que je réponds oui, oui, non, non, etc., etc. Quitte à ce que au sein de chaque catégorie, bah, je trouve des sous-catégories. Alors, ça donne donc ce tableau général. En ligne, bah, est-ce qu'on se bat pour rétablir la paix ou pas? Et en colonne, est-ce qu'on se bat sans s'être mis d'accord avec l'adversaire ou en s'étant mis d'accord avec l'adversaire? Et de ce point de vue-là, évidemment, je range donc la guerre et le feu dans la case visant la paix, mais sans s'être mis d'accord, et je range le Tinku dans je me suis mis d'accord, mais c'est pas pour rétablir la paix. Alors, plutôt que de mettre guerre et feu, ce qui sont des noms, comment dire, un peu localisés, et voilà, c'est des noms locaux, hein, voilà, il serait plus juste d'ailleurs de parler de combats dont l'issue doit être la victoire pour qu'ils rétablissent la paix, et la guerre, donc, c'est cette catégorie-là, ou de combats dont l'issue se fera quand il y aura équilibrage. Alors, je ne vais pas évidemment vous infliger l'ensemble des cas, des sous-cas, des sous-sous-cas, etc., que j'explore dans le bouquin parce que j'ai essayé d'être le plus exhaustif et de me balader partout et de trouver des trucs bizarres, etc., etc. Donc, je vais vous faire un petit échantillon, mais l'idée c'est quand même d'explorer un peu le tableau pour vous montrer que toutes les cases sont remplies et que non seulement toutes les cases sont remplies, mais toutes les cases sont remplies avec des variantes. Voilà. Alors, je commence par la case qui est en haut à droite, celle où il y a donc une convention, on se met d'accord sur comment ça va finir, mais cette fois-ci avec l'idée que si on se bat, c'est pour sceller un différend, pour rétablir la paix. Alors là, bah, c'est, j'allais dire, en même temps très simple et en même temps très éloigné de notre propre expérience, c'est l'idée qu'on fait des duels collectifs judiciaires. Alors nous, le duel judiciaire, on en a une petite idée quand même, parce que dans notre propre haut Moyen Âge, on a vu, on voyait des choses comme ça, hein. C'était des duels judiciaires déjà coiffés par l'État, hein. Il y avait quand même le juge le duel était par exemple censé uniquement apporter la preuve de l'innocence ou de la culpabilité. Et la sanction, c'était quand même l'État qui sert. Bon, vous avez probablement peut-être vu passer Game of Thrones, le duel de champions, chacun se fait représenter par un balèze, etc., etc. Alors, ce qui est plus étrange à nos yeux, c'est l'idée de duel collectif. Parce que ça, dans notre propre histoire récente, il n'y a pas. Mais en fait, dès qu'on va dans d'autres parties du monde, en Australie, en Nouvelle-Guinée, en Amazonie en particulier, il y en a plein. Voilà. Alors après, il y en a plein avec 12 000 règles différentes, des variantes, des trucs. C'est absolument extraordinaire tout ce que les humains ont pu inventer. Mais l'idée générale donc de cette case-là, c'est la même. Nous sommes le groupe A et on a un différent avec le groupe B, qui est un groupe qu'on connaît, hein, parce que ce genre de truc, on ne le fait qu'avec des gens qu'on connaît et dans lesquels on a suffisamment confiance pour penser qu'ils vont respecter les règles, hein, parce qu'évidemment, dans un truc comme ça, il y a des règles. Voilà. Euh, et donc, on se met d'accord sur le duel. Et encore une fois, le point le plus important, c'est on se met d'accord sur comment ça finit. Et puis, bah, ma foi, on y va. Alors, ça va donner des choses qui ont été représentées sous des formes aussi jolies que ce tableau peint par une femme de colon en Australie au 19e siècle. Elle avait assisté elle-même à la scène. Je vous commande pas le détail du tableau, qui représente en réalité sans doute plusieurs phases de la bataille mises en même temps pour que ce soit plus classe, quoi, hein, voilà. Mais il y a donc des hommes qui se battent soit à la lance et au propulseur, soit au corps à corps, au deuxième plan, et il y a même trois, quatre paires de femmes qui sont en train de se battre au premier plan, avec des bâtons à fouir, etc. Et ça, c'est des témoignages sur des duels comme ça en Australie, on en a des dizaines, avec des règles éventuellement assez variées d'un cas à l'autre, mais encore une fois, l'idée, c'était vraiment, on va vider un différend au travers de cette pratique. Là, je vous passe vite fait Ah, il y a le son. Je suis désolé.
c'est un peu bruyant. Voilà, je vais enlever le son quand même pour pouvoir parler. Ça, c'est un témoignage ethnographique absolument extraordinaire. C'est un film qui s'appelle Dead Birds, que vous pouvez peut-être d'ailleurs trouver sur Internet ou voilà, qui est un film du début des années 60 dans un coin de Papouasie où les gars avaient pas beaucoup vu de blanc au moment où l'équipe est arrivée. Dans l'équipe qui filmait, il y avait des anthropologues professionnels. Voilà. Et donc, ils ont vu ce type de scène. Alors, vous voyez, les types sont sans protection, ils agissent de manière peu concertée, hein, c'est pas les beaux alignements de soldats des sociétés étatiques. Et puis, il y a des espèces de vagues comme ça par lesquelles les mecs avancent d'un coup, etc. C'est tout bête, hein, ils ont des arcs qui ont une portée utile de 15-20 mètres, on va dire. C'est des arcs très, très rudimentaires. Et puis, en gros, si vous êtes très courageux et que vous voulez essayer de flécher un adversaire, faut vous rapprocher. Mais le problème, c'est que quand vous vous rapprochez, du coup, les adversaires peuvent vous flécher aussi, quoi. Voilà. Et donc, il y a ces grands mouvements de, voilà. Et l'ethnologue observe ça, voit les types se battre comme ça pendant des après-midi entières, souvent sans qu'il se passe rien. Et en gros, ça dure 2 mois, une affaire comme ça. Et en gros, vous avez 20 morts en tout, 10 partout. Donc l'ethnologue décrit tout ça scrupuleusement et dit, bah voilà, ces gens-là ne font que de la guerre rituelle. Bon, c'est pas de la guerre, enfin, c'est de la guerre, je sais pas comment vous dire, quoi, mais ça ressemble à rien. Enfin, c'est un truc, voilà. Il s'en va, l'année d'après, il revient, et là, il apprend que un mois avant, il y a un des deux groupes qui est tombé sur le village d'un des deux autres, au petit matin, par surprise, 125 morts d'un coup. En gros, à peu près tout le village s'est fait exterminer. Donc là, l'anthropologue complète en disant, ah, ils ont aussi un autre type de combat, et là, ça rigole pas, là, c'est vraiment de la guerre. Mais du coup, il appelle ça guerre séculaire, hein, guerre non rituelle. Voilà. Bon, les noms sont évidemment abominables, ils ne disent absolument rien de la réalité de ces choses-là. Alors là, ce qui est intéressant en réalité, c'est que quand on creuse les documentations ethnographiques, on s'aperçoit que les types, dans ce coin-là de la Nouvelle-Guinée, quand ils ont un différend avec le groupe d'à côté, ils proposent donc au groupe de partir, alors, on va pas appeler ça en guerre, hein, dans ce type d'affrontement là qu'on voit dans le petit film. Et tout le monde sait à l'avance que ça s'arrêtera quand on fera 10 partout. Voilà. Donc il y a le même objectif que dans la Vendetta, équilibrer les comptes, avec un détail en plus. Les comptes seront équilibrés quand on sera à 10 partout. Alors évidemment, des fois, on a du mal à y arriver, hein, voilà. Et donc, on sait à l'avance que ça va durer 2 mois, enfin, un mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, le temps d'arriver à 10 partout. Et là, c'est bon, on sera quitte, on pourra se rencontrer, s'offrir des ports en dédommagement mutuel et redevenir copains. Voilà. Alors, tout ça pour dire que, excusez-moi, voilà. Il y a ici la grande catégorie des duels collectifs juridiques et avec, encore une fois, moult variantes dont je vous épargne le détail. Qu'est-ce qu'on trouve dans la case qui est en bas à gauche? On va trouver des conflits où on ne se met pas spécialement d'accord avec l'adversaire, hein, on peut l'attaquer par surprise si on a envie, hein, pas lui demander son avis, mais où l'objectif n'est pas de rétablir la paix d'une manière ou d'une autre. Alors, en fait, on retombe notamment en premier lieu sur la très vieille différence entre la chasse et la guerre, tout simplement. Voilà. Et donc, on peut dire que finalement, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette case-là? En premier lieu, pas seulement, mais en premier lieu, des actions de chasse, des actions où l'objectif des opérations, c'est pas de vaincre l'ennemi, au sens de lui imposer des conditions durables, définitives, etc., c'est d'aller se servir de ce qu'on veut. Alors, ce type de confrontation a été tout à fait bien identifié. Excusez-moi, voilà, ma souris a disparu. Je ne sais pas où elle est. Voilà. Ben non. Ouais. Voilà. Ah, excusez-moi, je suis allé trop loin. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai enfin la diapo que je voulais. Donc cette chasse, on appelle ça aussi la razzia, qui est un mot arabe qui venait de tribus qui la pratiquaient avec une espèce de d'art, si j'ose dire. J'allais parler de sport national, évidemment c'est pas du sport. Soit dit en passant, les Indiens des westerns, hein, les Indiens des plaines, avec les chevaux, c'était aussi des spécialistes de la razzia sur les chevaux. Ils n'arrêtaient pas de se piquer les chevaux les uns les autres. Voilà. Bon. Alors donc, qu'est-ce qu'on vole? Ah ben, on peut voler des biens.
Alors, à commencer par des biens fabriqués, évidemment, des trucs un peu précieux, des pierres précieuses, de l'or, quand vous êtes déjà une société un peu métallurgique, etc. Éventuellement des objets fabriqués, voilà. Des animaux domestiqués. Donc des chevaux, des camélidés si vous êtes des bédouins, du bétail, etc., etc. Vous pouvez vous piquer des êtres humains. Alors là, il y a toute une gamme d'utilisation de l'être humain qui va en gros, alors c'est pas des cases, hein, c'est vraiment une espèce de continuum qui va en gros de la mise en dépendance la plus brutale, c'est-à-dire l'esclavage. Donc le raid esclavagiste, j'allais dire très typique, très classique et qu'on retrouve à peu près partout, enfin dans plein d'endroits, dès qu'il y a de la richesse et des inégalités. Ça va jusqu'à l'adoption. C'est-à-dire, on va piquer, par exemple, des femmes pour les épouser, et les femmes épousées auront les mêmes droits qu'une femme du cru. Voilà. Et puis, il y a toute une gamme d'intermédiaires. Enfin, voilà, je rentre pas dans les détails. Donc, il y a tout ça. Et puis quand même, il faut que j'ajoute quelques mots sur une forme de chasse pas très connue, mais qui mérite quand même qu'on s'y arrête parce qu'elle est quand même très ahurissante à nos yeux, très étonnante à nos yeux. Donc vous avez déjà vu la diapo, il n'y a plus de suspense. C'est ce qu'on appelle la chasse aux têtes. Alors, la chasse aux têtes, à ne pas confondre avec c'est un jeu de mots involontaire, la prise de tête. Il est très banal que quand vous faites des combats et que vous faites des guerres, etc., bah, à la fin, vous découpez la tête de vos ennemis et soit vous vous en servez pour effrayer les autres. Donc Tamerlan, par exemple, il faisait des pyramides avec les crânes comme ça des ennemis. Puis comme ça, c'était une façon de dire aux villes suivantes, bah, vous voyez, soit vous vous rendez et ça se passera pas trop mal, soit vous me combattez et là, voilà ce que je ferai de vous. Bon. Soit des fois, vous vous servez de ces crânes pour frimer, pour montrer que vous avez été un grand guerrier, puis vous les mettez à l'entrée de votre maison, dans votre salon, hein, exactement comme un grand chasseur, il met la peau de l'ours, le machin, le tigre, en disant c'est moi qui l'ai tué devant ses invités. Bah, il y en a, ils mettent les têtes des ennemis qu'ils ont tués à la guerre. Voilà. Les Gaulois faisaient ça, par exemple, les chefs gaulois. Voilà. Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'opérations militaires qui sont menées uniquement dans le but d'aller choper des têtes. Exactement comme dans la radia, le but c'est d'aller choper du butin, d'aller choper des chevaux ou d'aller choper des esclaves. Ben là, le but c'est de ramener des têtes. Alors, pourquoi faire les têtes, me direz-vous? Ben, il y a tout un tas de croyances magico-religieuses dans les peuples qui se livrent à ça. C'est un peu l'Amérique latine et beaucoup l'Asie du Sud-Est, depuis les montagnes de la Birmanie jusqu'en descendant en Papouasie. Ouais, alors, il y a toute une espèce d'arc comme ça, avec des croyances autour de une tête, plusieurs. Ça rend les femmes fertiles, ça multiplie le gibier dans les forêts, ça aide les enfants à grandir, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça fait pousser le riz dans les rizières, ça éloigne les maladies, les mauvais esprits, etc., etc. Il y a toute une gamme de croyances autour de ça. J'explore ça dans le bouquin, soit dit en passant d'ailleurs, de manière étonnante, cette coutume n'avait jamais, à ma connaissance, fait l'objet du moindre écrit de synthèse un peu complet, essayant de faire le tour du monde, de voir si c'était une coutume avec une unité derrière tout ça ou pas. Voilà. Donc, alors moi, j'ai pas fait un bouquin entier, j'ai fait un chapitre. Je prétends pas avoir épuisé la question, mais enfin, j'ai essayé au moins de défricher un peu plus que ce qui avait été fait jusque-là. Donc, vous avez à gauche là une tête d'Amérique latine, les Munduruku, et puis à droite une tête de Papouasie. Alors, les chasseurs de têtes les plus connus probablement, c'est les Jivaro, puisque non seulement ils les chassaient, mais qu'ensuite ils les faisaient réduire. Et il y en a plein les mus, parce qu'après, une fois les cérémonies faites, ils pensaient que la tête, elle valait plus rien, elle avait épuisé son pouvoir magique. Donc les anthropologues en ont ramassé autant qu'ils voulaient, enfin, contre un billet. Voilà. C'est pour ça que les têtes réduites des Givaros, c'est vachement célèbre. Il y en a plein les musées. Voilà. Alors que pour eux, les têtes, c'était quelque chose de précieux. Alors, voilà. Un autre motif éventuellement un autre type de conflit dans la même case, hein, au même endroit, ça va être quelque chose qui a été observé, par exemple, en Amérique latine, au moment où les Européens sont arrivés, au début du XVIe siècle, chez un peuple qui s'appelle les Tupinambas, c'est ceux qui nous ont donné le topinambour, hein,
qui sont les légendes dont parle Montaigne dans un célèbre passage des Essais qui s'appelle Des cannibales. Alors, soit dit en passant, il est tout à fait probable que les propos qu'il prête au Tupinamba avec qui il aurait discuté sont en fait du fake et que il a tout à fait inventé ce qu'il leur fait dire. Et voilà, mais bon, c'est la fin de la parenthèse. En tous les cas, les Tupinamba sont des gens très belliqueux qui montent régulièrement des expéditions guerrières, qui se chopent des prisonniers. Et le prisonnier, on le garde un certain nombre de semaines, de mois, voire d'années. Et puis un jour, on lui annonce que c'est le jour de la grande cérémonie. On l'assomme avec une arme spéciale après tout un tas de rites, etc. Et on fait un grand barbecue. On a plein d'invités. On fait un grand barbecue, on le bouffe. Voilà. Alors, les Tupinambas, les Blancs, dès le XVIe siècle, leur demandent ou se demandent pourquoi ils se combattent comme ça. Réponse. Le truc, c'est absolument pas de conquérir des territoires, ce n'est pas de piller quoi que ce soit, ce n'est, ce n'est pas de faire la paix. Les Tupinambas voient leur combat comme une vengeance qui n'a pas de fin. Si vous voulez, c'est comme un feud, comme une vendetta, mais on compte plus. Les mecs disent, les gars, depuis l'éternité, ils nous attaquent, ils se vengent de nous et ils nous bouffent. Et donc nous, depuis l'éternité, on les attaque, on se venge d'eux et on les bouffe. Et non seulement c'est depuis l'éternité, mais ça sera pour l'éternité. Et à la limite, on serait même bien embêté que ça s'arrête. Et on ne cherche absolument pas à les vaincre, on cherche à continuer. Voilà, c'est le truc parfaitement auto-entretenu. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'ethnologues qui ont parlé de vengeance sans fin, à la différence de la vendetta, qui est une vengeance, au moins théoriquement, avec fin. Voilà. Alors, bah, il nous reste une case qu'on a déjà effleurée, explorée avec le Tinku. Qu'est-ce que c'est la catégorie la plus générale de ces confrontations donc, qui ressemblent à des duels collectifs, mais qui n'ont pas de fonction judiciaire, puisque le but n'est pas de rétablir la paix. Alors, le but qu'on rencontre assez souvent, ça va être d'apporter un bienfait. Alors, j'ai utilisé un mot un peu savant, hein, propitiatoire. Voilà, ça. En gros, encore une fois, l'idée, c'est de s'attirer un bienfait. Alors, le Tinku en était un exemple, je vais y revenir. On va se promener en attendant en Amérique du Nord. Là, ce que vous voyez, c'est des Amérindiens du nord-est des États-Unis. Donc, vous voyez qu'ils sont, comment dire, apparaît d'une manière absolument extraordinaire. Ils ont des ailes, etc., etc., des maquillages, des déguisements, des tout ce qu'on veut. Et puis donc, ils vont jouer un jeu de balle avec cette espèce d'outil là, où au bout, il y a un petit filet qui sert à tenir la balle. C'est le personnage de gauche qui a la balle là, dans la raquette qu'il tient dans la main droite. Et tant et si bien que les Blancs ont appelé le jeu lacrosse parce qu'ils trouvaient que le truc ressemblait à la crosse d'un évêque. Voilà, donc ça s'appelle, alors c'est un peu bizarre, ça s'appelle le lacrosse, hein, voilà. Alors voilà donc les joueurs, voilà ce que ça donnait une partie de la crosse. Et là, vous voyez que ça rigole pas, c'est pas du 5 contre 5, c'est des villages entiers contre des villages entiers. Je peux pas vous les montrer précisément, mais si vous avez l'œil, vous voyez les buts. Donc il y a des poteaux qui ressemblent à des poteaux de rugby là, qui sont sur le côté gauche, bah, c'est les buts d'un des deux camps. Et puis les poteaux, il y a les mêmes un peu plus loin, à droite, beaucoup plus petits et qui se voient moins facilement. Alors, c'était des jeux extrêmement brutaux, bien plus brutaux que le rugby moderne, hein, voilà. Donc, il y avait régulièrement des bras cassés, des jambes cassées, des gars invalides pour la vie, voire des morts. Mais dans l'esprit, good game. Et ce qui est important surtout, c'est que ce truc-là, on le faisait parce que un medicine man, un sorcier, etc., avait dit, voilà, je sais pas, moi, il y a telle maladie qu'on ne comprend pas et qui est en train de tuer des gens, etc. Il faut faire une partie pour chasser la maladie, ou pour faire tomber la pluie, ou pour, etc., etc. Ça avait une vocation, comment dire, à s'attirer les bienfaits des esprits, etc., avec des passages assez délicieux des jésuites qui étaient là qui nous ont raconté ça, qui étaient là pour essayer d'évangéliser les populations et qui déplorait que ces sauvages croient à des bêtises pareilles au lieu de croire à la vraie foi, à la résurrection, à la Sainte Trinité, etc., etc., et qui annonce qui raconte désespéré que ça y est, le chaman, enfin le medicine man a ordonné une partie de la crosse pour faire tomber la pluie.
et qui, quelques lignes plus loin, avec une joie mauvaise, disent ah, 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 ça n'a pas marché, comme quoi il n'y a que la vraie foi qui marche, la fausse foi, ça marche pas, etc., etc. Alors, voilà un exemple donc amérindien. Mais bien plus près de nous, il faut rappeler que les Jeux Olympiques de l'Antiquité, les vrais Jeux Olympiques, en tous les cas les Jeux, alors on dit les Jeux Olympiques, il y en avait en fait dans plein de villes de la Grèce antique, Olympie n'étant que là où il y avait les plus connus. Mais voilà. En tous les cas, ces Jeux n'étaient pas, aux yeux de ceux qui les pratiquaient, n'étaient pas du sport. C'était des activités religieuses. Ça commençait par une série de processions, de rites, de tout ce que vous voulez. Ça finissait par une série de processions, de rites, etc. Et l'idée, c'était qu'en s'affrontant, on donnait un spectacle aux dieux, que les dieux allaient être contents parce que c'était du beau spectacle et que si les dieux étaient contents, après ils allaient être sympas avec nous. Mais c'était vraiment vu comme quelque chose de purement religieux. Enfin, purement. Pas purement, parce qu'évidemment, il y avait aussi la gloire d'avoir gagné et tout ce que vous voulez, mais le truc principal dans cette affaire-là, c'était s'assurer les faveurs des dieux. Là aussi, ça tatanait très très fort, et par exemple, le pugilat, hein, la bagarre dans les Jeux Olympiques, il y avait très régulièrement des morts et il était considéré comme aussi glorieux de mourir au pugilat olympique que de mourir à la guerre. Alors, d'autres types de confrontations propitiatoires font intervenir une dimension sacrificielle. Donc c'est une sous-catégorie. Alors bah, j'en ai parlé hein, tout à l'heure. Le tinku, c'est exactement ça. On se tape dessus pour qu'il y ait du sang qui coule, pour que Pachamama ait à boire et pour que Pachamama du coup fasse pousser le maïs, la courge, etc., etc. Alors quand on parle de confrontation sacrificielle, en réalité, souvent le cas auquel on pense le plus, c'est celui des Aztèques, donc de l'actuel Mexique, hein, on va dire, dont il s'écrit beaucoup que ils avaient de la guerre absolument normale, voilà, machin, mais qu'ils avaient aussi une guerre spéciale destinée uniquement à faire des prisonniers, ce qu'on voit sur l'espèce de bande dessinée d'époque là. On chopait les gars par la couette, là, enfin par je sais pas, le truc que j'ai pas, enfin bon voilà. Et ensuite, bah, une fois qu'ils étaient prisonniers, on les avait pour le sacrifice. Et en fait, il se dit donc que les Aztèques s'étaient mis d'accord avec leurs voisins, toutes ces populations pratiquant le sacrifice humain à une échelle absolument industrielle, et s'étaient dit, bah tiens, soyons intelligents, si vous avez besoin de gens à sacrifier, nous aussi, organisons des bagarres exprès pour ça, et puis comme ça, les prisonniers mutuels qu'on se fera, bah, on s'en servira pour les sacrifier. Alors, ce truc-là porte un nom, ça s'appelle la guerre fleurie. Ça, encore une fois, dans n'importe quel bouquin sur les Aztèques, etc. Alors là, j'ai un scoop. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que la guerre fleurie n'a jamais existé. Aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis allé fouiner les sources tant que j'ai pu. Je pense que c'est quelque chose qui a été, comment dire, extrapolé à tort, d'après ce que disent les textes, et qu'en réalité, une guerre. Alors, les textes parlent effectivement de temps en temps de guerre fleurie, entre guillemets, enfin, il n'y a pas de guillemets, mais voilà, de guerre fleurie, mais ils ne décrivent absolument pas des confrontations qui auraient été faites exclusivement pour se procurer des prisonniers à sacrifier, etc. Tout ça, on l'a rajouté après coup. Donc, à mon avis, la guerre fleurie, ça veut juste dire belle guerre, guerre glorieuse, guerre honorable, guerre tout ce que vous voulez, mais c'est, à mon avis, c'était une guerre, enfin, je dis à mon avis, bah, j'essaye de le démontrer dans le bouquin, de donner les éléments. C'était une guerre, tout ce qu'il y avait de plus normal et rien à signaler. En revanche, on trouve un équivalent de la Tinku, on en trouve quelques autres, mais quasiment aux antipodes, dans une île indonésienne qui s'appelle Sumba, où jusqu'à une date, ça se fait encore maintenant de façon un peu plus polissée, mais pareil, les groupes se rencontraient et les champions dans chaque groupe se battaient à cheval à coups de lance. Et là aussi, on retrouve exactement le même schéma mental. Les blessures et les morts par lance. L'idée, c'était que le sang coule, et le sang, en coulant, allait nourrir le dieu qui faisait pousser le riz et qui était dans la terre. Et il y a exactement le même schéma mental que dans le Tinku. Alors, il faut finir ce survol de classification par une dernière catégorie de confrontation où on se bat donc toujours pareil avec une convention sur comment ça va finir,
où le but, c'est absolument pas de rétablir la paix, et c'est pas non plus de plaire à quelque entité supérieure, etc., qui va ensuite nous amener des bienfaits. Non, 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 non. Le but, c'est d'être meilleur que l'autre, tout simplement, soit parce que, disons, c'est plus dans un esprit de compétition, soit carrément, c'est parfaitement identitaire. Nous, on est nous. Eux, ils sont eux, et c'est pour ça qu'on se bat, et ça suffit à soi seul à motiver le fait de se battre. Alors, il y a un certain nombre d'exemples qu'on peut citer. Il y en a un qui est assez proche de nous finalement, c'est celui de l'Italie, on va dire, quelque part à partir de la fin du Moyen Âge. Dans beaucoup de villes italiennes, on va avoir comme ça une division selon les quartiers avec de très très forts sentiments identitaires et des confrontations régulièrement organisées, particulier chaque année, mais pas seulement. Alors, il y a des variantes, hein. Il y a le célèbre Palio à Sienne, où c'est une course à cheval, mais où les mecs ont le droit de se taper dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à Pise? Les mecs se tapaient dessus avec des bâtons et des épées en bois. À Florence, il y a un truc qui s'appelait le calcio. Alors maintenant, le calcio, c'est ce qui sert à désigner le football, mais ça n'a rien à voir avec le football. Il se dit que c'est le jeu collectif le plus violent qui ait jamais été pratiqué. Bon, vu la violence des autres, je parierais pas là-dessus. Mais en tous les cas, les mecs pouvaient. C'est un mélange, si vous voulez, de bagarre de rue et de sport de balle. Mais en gros, les mecs pouvaient littéralement se tuer pour se piquer la balle, hein, voilà. Et donc, l'exemple que je vous ai choisi se passe à Venise, où pendant 7 siècles, deux moitiés de la ville, les gens de la terre et les gens de la mer, se sont affrontés à date régulière sur les ponts, avec comme objectif de prendre le pont. Mais alors attention, prendre le pont, une fois que vous avez gagné le pont, vous n'en avez aucun bénéfice concret. Enfin, je veux dire, il y a pas d'histoire que ensuite vous allez faire payer quoi que ce soit aux gens qui passent sur le pont. Ah, non, le truc, c'est juste pendant tout, jusqu'à la prochaine fois, vous allez bomber le torse en disant c'est nous qu'on a pris le pont, voilà, et on a été meilleur qu'eux. Alors ça s'est fait sous forme de bagarre à main nue. Au départ, ils faisaient ça avec des bâtons, puis après, ils ont fait ça à main nue, mais ça faisait quand même un nombre de victimes absolument considérable. D'abord parce que les gens se frappaient très fort, ensuite parce qu'ils se jetaient, ils balançaient les autres du haut du pont, donc les gens tombaient en contrebas, s'écrasaient les uns sur les autres, etc. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que les nobles que vous voyez là, sur la photo, enfin sur le tableau, achetaient les appartements situés en, comment dire, pas en contrebas, l'inverse, je ne trouve pas le mot, enfin, en surplomb de la Seine, et au besoin d'encourager un camp ou un autre, et au besoin avait une provision de tuiles qui balançait sur les combattants pour en blesser quelques-uns, et c'était drôlement rigolo. Voilà. Donc ce truc-là a duré pendant des siècles, et je suis récemment tombé sur un jeune Vénitien qui m'a raconté que certes on ne se battait plus, mais que lui c'était un Vénitien de la mer, autrement dit un vrai Vénitien, parce que les Vénitiens de la terre, il faut pas déconner, c'est quand même pas des Vénitiens, et voilà. Et il disait ça, comment dire, sur le demi-ton de la plaisanterie, hein. C'était pas du tout, voilà. Euh, Autre type de confrontation qui vont dans cette idée-là, bah, les entre guillemets sports de jadis, qui étaient des confrontations beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violentes que notre sport moderne. Le sport moderne étant en quelque sorte la queue de la comète. Et finalement, il sort presque de mon tableau, puisque le sport moderne bah, organise des confrontations entre groupes, hein, et même entre nations, enfin, entre groupes nationaux, voilà, via des représentants. Et puis ça prend une place dans la vie sociale absolument colossale, je vous apprends rien. Mais on a finalement expurgé la dimension de confrontation physique. C'est-à-dire que même dans les sports les plus brutaux, où on se touche, où on se contacte, etc., les blessures sont considérées comme quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et on se pose régulièrement le problème de quel règlement, comment on peut faire pour que les gens se blessent plus. C'est le cas au rugby, au football américain ou à des choses comme ça. Ce qui est donc, si vous voulez, l'extrême bord de la confrontation physique, parce qu'une confrontation physique où on considère que s'il y a un blessé, c'est un problème, c'est presque, enfin, ça n'est déjà presque plus tout à fait une confrontation physique. Et en tous les cas, tous ces ancêtres du sport, eux, avaient un niveau de violence bien, bien, bien supérieur. Alors, on arrive donc à cette classification générale. Pour revenir à ma question de départ, voyez donc que quand on tombe sur deux groupes qui se tapent dessus,
La guerre, c'est une option, mais c'est une option parmi bien, bien, bien d'autres. Et encore là, j'ai pas mis un grand niveau de détail, mais voilà. Et il y a des choses qui sont vraiment pas du tout, du tout, du tout de la guerre. C'est-à-dire, en fait, tout le reste, c'est pas du tout de la guerre. Et c'est très important dans notre tête de bien faire la différence entre les deux, parce que sinon, on mélange vraiment les patates et les carottes, comme on disait à l'école primaire. Alors, j'en arrive à la dernière partie de l'exposé. Je vérifie que je suis encore à peu près pas trop bavard. Je suis un petit peu bavard, mais ça devrait aller. C'est-à-dire pourquoi, dans quel but les humains se battent. Alors en réalité, je ne vais pas être très long parce que j'en ai déjà largement parlé. Si je reprends mon schéma avec les faucons et les colombes, ils sont donc pas d'accord sur l'ancienneté des combats. Mais généralement, il y a un non-dit ou un dit d'ailleurs chez certains, mais voilà, mais même quand c'est pas dit, c'est partagé. C'est que de toute façon, les humains se sont toujours battus autour des ressources. Finalement, ce qui sépare les faucons et les colombes, c'est est-ce que ça valait le coup de se battre pour les ressources quand elles étaient encore dispersées et que les groupes humains n'étaient pas très nombreux? Les faucons ayant tendance à répondre, bah oui, la lutte pour la vie, pour les ressources, Darwin, c'est vrai dans toutes les espèces, etc. Et donc les humains, bah, même quand les ressources étaient faibles et dispersées, bah, ils se battaient pour. Le raisonnement des colombes ayant tendance à être, bah, ça valait pas tellement le coup de se battre pour des ressources, soit pour les attaquer, soit pour les défendre d'ailleurs, hein, ça marche dans les deux sens, tant qu'elles sont dispersées, imprédictibles, etc. Il n'y a que quand les gens commencent à se fixer soit avec l'agriculture, soit avec des lieux particulièrement propices, par exemple un lieu de pêche, hein, voilà, que là, ça vaut le coup de se battre pour attaquer ou pour défendre, etc. Mais vous voyez, en réalité, en filigrane, pourquoi voulez-vous que les humains se battent, sinon pour se piquer des trucs, des territoires, des biens, éventuellement des êtres humains. Voilà. Eh bien, moi, il me semble que les témoignages ethnographiques montrent que la quête des ressources ou la volonté de les défendre sont des motifs en réalité extrêmement minoritaires, pour ne pas dire inexistants, en tous les cas dans les plus anciennes sociétés humaines chez les chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que quand je reprends ma base de données australienne et que je pointe chaque fois qu'on a la description du motif du conflit, euh, les territoires n'apparaissent pour ainsi dire pas, et le pillage de biens meubles, pas du tout. Quant au fait de piquer, alors on fait pas d'esclaves, hein, on fait pas de prisonniers, on fait pas d'esclaves en Australie. À la limite, on pique des femmes, mais c'est jamais le but principal de la baston. C'est toujours un sous-produit. C'est-à-dire, on va se battre pour autre chose. Et là, il y a des types qui en profitent pour essayer de piquer des femmes parce que ils font d'une pierre deux coups, en quelque sorte. Mais encore une fois, c'est pas le but de l'opération. Alors, pourquoi les gens se battent dans ces sociétés-là? Ben, je l'ai en fait un peu dit, hein. Il peut y avoir plein de motifs, mais le motif numéro un, avant tout, c'est celui de se faire justice, c'est celui de se venger d'un tort. Et c'est là où c'est la cerise sur le gâteau, d'un tort réel ou imaginaire. Parce que, je l'ai dit en passant tout à l'heure, mais je vais réinsister, ces sociétés croient à la sorcellerie, croient à la magie, croient, etc. Et quand je dis ces sociétés, toutes ces sociétés, sans aucune exception, éventuellement sous des formes différentes, mais voilà, il y a pas de société rationaliste hein, avant l'époque moderne. Bon. Et donc, vous êtes empli, l'ethnologie est emplie de témoignages où tout malheur qui vous arrive, vous l'attribuez à la volonté humaine d'un groupe hostile. Voilà. Alors après, bah, vous pouvez, comment dire, donc, je sais pas moi, s'il y a eu un ouragan, si tonton est tombé de l'arbre, si tout ce que vous voulez, ça n'est pas arrivé tout seul, c'est arrivé parce que un sorcier quelque part, etc., etc. Si vous voulez, je vais le dire autrement et de manière un tout petit peu provocatrice, mais à mon avis juste, ces sociétés sont des sociétés paranoïaques, hein, où on est convaincu que les choses n'arrivent pas par hasard et que, encore une fois, on est entouré d'ennemis. Alors, quand je dis entouré d'ennemis, vous pouvez avoir des voisins hein, avec qui vous entendez pas mal, d'ailleurs, sinon vous ne survivez pas. Donc, tout le monde n'est pas votre ennemi. Mais vous avez des voisins avec qui vous êtes bien copains, puis au besoin vous vous intermariez, tout ça. Enfin, voilà, c'est des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous, mais ils sont tout à fait fréquentables, hein, voilà. Vous avez des voisins avec qui ça se passe ni bien ni mal, on va dire. Voilà. Donc de temps en temps, il faut régler des comptes. Mais hormis ça, bah,
On arrive à cohabiter, voilà. Vous avez des voisins avec lesquels vous vous entendez pas, et puis vous avez au-delà tous les gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, et dans lesquels vous avez la plus grande trouille, la plus grande crainte, et avec une espèce d'étroitesse ethnocentriste ou raciste, je sais pas comment il faut dire. Si la plupart des noms de groupes humains, ça veut dire justement les humains. C'est pas pour rien, c'est en gros, nous, les vrais hommes, les vrais humains, c'est nous, les autres, c'en est, et c'en est beaucoup moins. Voilà. Donc ce motif, comment dire, de la vengeance, de se faire justice, de se faire respecter, etc., il est, sinon omniprésent, du moins extrêmement prégnant dans ces sociétés-là. Et finalement, l'idée qu'on va se battre pour se piquer des territoires, des biens meubles, etc., elle ne va arriver qu'assez tardivement dans l'histoire des sociétés, une fois que la richesse, que la sédentarité, etc., vont être en voie. Donc je pense que, comment dire, les inégalités socio-économiques, la sédentarité ont eu un impact, et y compris un impact dans les buts des conflits, dans les motivations des conflits, au point dans les sociétés étatiques de devenir le motif non seulement numéro un, mais c'est devenu le seul. Nous, on ne se bat plus que pour des histoires de ressources, de manière médiate ou immédiate, mais enfin voilà. Mais encore une fois, c'est un résultat tardif. Avant, on se battait, et y compris on faisait des guerres, j'en suis absolument convaincu. En tous les cas, certaines sociétés faisaient parfois la guerre, ça, voilà. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas, mais pour d'autres motifs. Et en particulier, elles faisaient des guerres de vengeance. Voilà. Alors, donc, dans les sociétés sans richesse, ces éléments n'apparaissent presque jamais dans les motifs allégués des confrontations, et l'objectif numéro un, c'était de se venger. Alors, avec la richesse, les ressources vont faire leur apparition petit à petit dans les motifs de conflit, au point de devenir aujourd'hui, encore une fois, l'unique motif, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, au passage, je relève l'importance quand même de la bagarre sur une ressource qui n'est pas une ressource réelle. Et ça pose quand même des questions. Alors, j'essaye d'y répondre en partie dans le bouquin. Voir des gens se battre pour le territoire, ça se comprend assez facilement. Voir des gens se piquer du bétail, on comprend bien. Voir des gens se piquer des bons hommes pour faire des esclaves ou des femmes pour faire des épouses, on comprend. Voir des gens risquer leur vie pour aller piquer une tête, si j'ose dire, c'est pas dans la piscine, hein, mais pour aller piquer une tête dans l'idée de se dire qu'une fois convenablement traitée, la tête, elle va faire pousser les enfants, éloigner les maladies, etc. Ça, c'est quand même un truc auquel on s'attend pas forcément et qui mérite une explication. En tous les cas, donc les conflits collectifs, dont la guerre est une des variantes, ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut souvent lire, le produit. Alors, il y a des gens qui disent richesse, il y a des gens qui disent surplus, un autre mot qui, à mon avis, ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une autre discussion, du néolithique, de l'État, etc. Je pense que c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Néanmoins, tout ça a à voir quand même avec le faible niveau de développement économique de l'époque. C'est pas qu'on se batte parce qu'on est dépourvu de tout et que du coup c'est la lutte pour la survie et qu'il faut absolument piquer le territoire ou je sais pas quoi du voisin, c'est pas ça. C'est que en revanche, quand vous êtes dans une économie de chasse-cueillette ou de petite agriculture, vous avez de petites sociétés fractionnées qui ont peu de relations les unes avec les autres et des relations qui deviennent progressivement nulles dès que vous rajoutez des kilomètres. Voilà. Et que du coup, il y a la place pour le développement, j'allais dire, naturel. Alors, naturel, c'est pas le bon mot, mais enfin, inéluctable, on va dire, de relations, de méfiance, voire d'hostilité. Encore une fois, nous, par exemple, on baigne dans un univers mental d'universalisme où on se dit que les êtres humains du monde entier, c'est des humains comme nous, qu'ils devraient avoir les mêmes droits, qu'on prend l'avion pour aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, alors sauf si c'est un coin en guerre ou je sais pas quoi, on sait qu'a priori il va rien nous arriver, etc. Pour voir le monde de cette façon-là, il faut vivre dans une société qui est objectivement mondialisée, dont l'économie a tissé des liens absolument partout, où il y a des moyens de communication, où il y a une coopération de fait entre des centaines de millions de gens. Quand vous vivez dans une économie où c'est pas du tout le cas et où les groupes vivent de manière quasi autonome à l'échelle de 50, 500 ou un peu plus de personnes, eh ben, vous voyez pas du tout le monde de la même façon. Alors,
la, la queue de la comète, du coup, on en vient. Alors ça, tout ce que je vous ai raconté là, c'est, à mon avis, ce qu'on peut dire sur la base des éléments dont on dispose si on fait une enquête policière, etc. Arrive maintenant évidemment la question, bon alors d'accord, et du coup aujourd'hui, bah, est-ce qu'on peut espérer un avenir meilleur pour pour l'humanité? Est-ce qu'on est finalement, j'allais dire, des bêtes condamnées pour toujours à se taper sur la figure? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, évidemment, c'est comme d'habitude, hein, la prédiction est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir, hein, c'est bien connu. Donc, je quitte le terrain, enfin, je quitte peu à peu le terrain strictement scientifique pour me hasarder sur de la prospection, donc évidemment avec toutes les précautions qui conviennent. Premièrement, donc la guerre et les autres types de confrontations collectives ont probablement une très grande ancienneté et avec au départ cette prépondérance des motifs d'ordre judiciaire. L'illustration vous montre des Australiens du début du 19e siècle. Voilà. Deuxièmement, j'ai pas beaucoup parlé de ça, mais je vais le dire. L'État a joué un rôle absolument, euh, comment dire, inouï dans l'évolution sociale, puisqu'il a éradiqué la violence comme mode légitime d'interaction entre une unités appartenant au même collectif. Qu'est-ce que c'est que l'État? C'est un organe qui monopolise la violence et qui dit, vous n'avez plus le droit, un, de vous faire justice vous-même, deux, de lancer des guerres privées. Et donc, dans mon joli tableau de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est l'action historique de l'État? C'est d'éliminer tout ce qui n'est pas la guerre et de laisser subsister la guerre et cette espèce de forme complètement vidée de sa substance qui est le sport moderne. Voilà. Et c'est ça qui sert de, disons, d'échappatoire. Il y a un sociologue qui disait, en gros, vous avez les émotions de la guerre sans le sang, quoi, hein, dans le sport moderne. Voilà, bon, c'est un peu ça. Euh, et l'État a donc éliminé, ou s'est efforcé d'éliminer, les vendettas, les duels collectifs, la chasse aux têtes, les chasses à n'importe quoi, etc., etc. Donc, l'État a joué ce rôle que, ben, aujourd'hui, j'imagine que j'ose espérer que de l'autre côté de cette caméra et de ce zoom, la plupart d'entre vous, non seulement ne se font pas justice eux-mêmes parce que l'État le leur interdit, mais ne se font même plus justice eux-mêmes parce que, comment dire, c'est rentré dans les mœurs, hein, et parce que, quelque part, c'est les sauvages qui font ça, enfin, ou en tous les cas les brutes, hein, et que des gens civilisés bah, ils essayent de vivre collectivement avec des règles, etc., etc. Et que si chacun commence à se faire justice, c'est le Far West. Alors, expression qui, soit dit en passant, a une réalité historique. Le Far West, c'est quoi? C'est une société sans État, hein. C'est les colons qui déboulent dans un espace et le shérif arrive bien après. Et le shérif arrive en disant, ah, c'est moi l'État. Donc, à partir de maintenant, vous allez arrêter de vous tirer dessus entre vous et c'est moi qui déciderai. Et il y a plein de westerns qui racontent à quel point ça n'a pas été facile. Voilà. Donc, l'État a joué un rôle absolument colossal dans la réorganisation des modes de violence dans les sociétés humaines. Cela dit, là aussi, c'est un truc à deux faces. L'État a concentré la violence entre ses mains, donc il l'a enlevée largement du reste de la société, mais il ne l'a pas éliminée, il la possède. Et donc l'État, bah, il est susceptible de déployer cette violence en gros dans deux directions. L'une, bah, c'est celle qui nous vient spontanément à l'idée vers l'extérieur, et ça s'appelle la guerre. Ça, malheureusement, il suffit d'ouvrir sa télé pour en avoir encore des illustrations quotidiennes. Mais l'État peut aussi se servir de sa violence dans l'intérieur, contre une contestation sociale. Alors, soit dit en passant, il y a une façon de parler de l'armée et de la police qui est même pas une métaphore, qui est une périphrase très usitée, les forces de l'ordre. Il n'y a rien de plus profond et de plus juste que cette façon de parler. Nous vivons dans un État, certes démocratique, mais où l'ordre repose, en dernière analyse, sur la force, et quand cet ordre est menacé, on le rétablit par la force. L'État, c'est les cercles de fer qui maintiennent le tonneau ou la marmite, qui est des fois sous pression, qui la marmite et qui la maintiennent ensemble. Alors évidemment, si on a juste affaire à une manif un peu violente, etc., et l'État réprime, et puis bah, les gens rentrent chez eux, on en reste là avec au besoin quelques yeux en moins, etc., comme dans les Gilets jaunes, eh ben, on appelle ça une manif réprimée.
Mais si la contestation sociale s'enquiste, se développe, et que finalement, face à l'État, une contre-force s'organise et que s'engage une lutte, comment dire, à armes plus ou moins égales, eh ben, ça s'appelle une guerre civile. Voilà. Et donc la guerre, c'est pas uniquement entre États, ça peut être aussi entre l'État et une partie de la population qu'il est censé régir. Alors, un point extrêmement important du raisonnement, dire que quelque chose est très ancien, ça n'est pas dire que c'est inéluctable. Alors ça, c'est un point sur lequel il faut insister d'autant plus lourdement que c'est une, comment dire, c'est une facilité de notre cerveau, mais c'est une facilité trompeuse, hein. C'est exactement comme quand on dit, bon, on sort le nez dehors, on dit tiens, la Terre est plate, hein, c'est ce qu'elle a l'air d'être. Donc on se dit qu'un truc très ancien, si c'est très ancien, c'est que c'est éternel. Bah non, ça marche pas du tout comme ça. Vous pouvez avoir des phénomènes sociaux très anciens et qui un jour disparaissent bah, parce que les conditions de leur maintien n'existent plus. De même que vous pouvez avoir des phénomènes sociaux très récents et qui sont quand même bien encroutés pour un moment parce qu'ils sont, voilà, il n'y a aucune raison pour qu'ils disparaissent dans un avenir prévisible. Soit dit en passant, c'est exactement les mêmes problèmes qu'on retrouve avec les raisonnements sur la domination masculine. Plein de gens s'imaginent que dire la domination masculine, c'est très ancien, ça revient à dire elle est inéluctable. C'est parfaitement faux, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors, moi je dis des fois à titre de blague, j'imagine deux néolithiques qui discutent. Puis il y en a un qui dit à l'autre, tu sais, moi je pense quand même que le cannibalisme et la chasse aux têtes, un jour on trouvera ça has-been et puis on fera plus quoi en fait, hein, voilà. Et l'autre il lui répondrait, mais t'es con, on l'a toujours fait, c'est dans la nature humaine, on le fera toujours. Voilà. Vous voyez, la discussion sur la guerre, ça peut être un peu la même. C'est pas forcément parce qu'on l'a toujours fait qu'on la fera toujours. Alors, en tous les cas, les humains ils ont un héritage évolutif, ils viennent pas de nulle part, ils ont des façons de fonctionner qu'ils ont héritées de société en société et même d'espèce en espèce, mais ils ont aussi cette faculté unique dans le monde animal de produire à un rythme effréné des nouvelles structures sociales. Et finalement, l'histoire des sociétés humaines, c'est que finalement une histoire où la modification des structures sociales a été bien, bien plus importante que la modification de notre biologie depuis 100 ou 300 000 ans, hein, voilà. Donc, nous fabriquons des nouvelles sociétés, pas seulement sur le plan technique. Là, je vous ai mis les deux bouts, hein, une hutte aborigène et puis un exemple de grande industrie. On a évidemment fabriqué de la science et de la technique, mais on a modifié nos rapports sociaux. La façon de fonctionner n'a plus rien à voir, et ce qui nous semble du coup normal, hein, a plus rien à voir avec ce qui semblait normal avec un aborigène par bien des côtés, même si c'est les mêmes bons hommes, c'est plus du tout les mêmes mentalités, c'est plus du tout les mêmes façons de voir les choses. Alors, pour finir, bah, depuis que finalement les humains peuplent la Terre, ce progrès technique, ce progrès économique a conduit l'un dans l'autre avec des vicissitudes, des allers-retours, tout ce que vous voulez, hein, ça, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a une tendance générale qui se dégage. On a bâti des réseaux de coopération de plus en plus larges, et au fur et à mesure que la Terre se peuplait d'humains de plus en plus nombreux, le nombre de groupes humains autonomes s'est réduit, hein. Quand les Blancs mettent le pied en Australie il y a 2 siècles, rien qu'en Australie, il y avait 500 tribus et chaque tribu, c'était en gros 10 groupes autonomes. Donc en gros, l'Australie, c'était 5000 groupes autonomes. Voilà. Bah, aujourd'hui, l'Australie, c'est un État. Voilà. Et à l'échelle de la planète, il y a, allez, je vais le dire à la louche comme ça, 1 million ou 10 millions de fois plus d'êtres humains ou 1 million ou 100 000 fois plus d'êtres humains qu'il n'y en avait à l'époque de Lascaux. Mais il y a sans doute 1000 fois ou 10 000 fois moins de groupes autonomes qu'à l'époque de Lascaux. Et donc, nous avons cette faculté de construire des unités de plus en plus larges. Voilà. Alors, évidemment, le monde reste fractionné, d'une part en unités politiques concurrentes, voire rivales, voire ennemies, et d'autre part au sein de ces unités, en groupes sociaux qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui parfois s'affrontent extrêmement violemment au travers de guerres civiles. Mais
Et c'est ça qui me permet, à défaut d'être optimiste sur le court terme, de l'être sur le très long terme. Je ne vois pas pourquoi l'évolution sociale des humains devrait s'arrêter avec nous. Ça aussi, c'est un travers, une myopie largement partagée à travers les époques. On s'imagine toujours qu'on est arrivé dans la dernière société possible et qu'il ne se passera plus rien ensuite de significatif. Je suis absolument convaincu du contraire. Et donc, je ne vois absolument pas pourquoi un jour l'humanité ne serait pas capable de fonctionner comme un groupe à l'échelle du globe, poursuivant ainsi, comment dire, la tendance qu'elle a amorcée depuis quelques dizaines ou centaines de milliers d'années. Voilà, alors ben, pour terminer, comme hélas promis, une double page de publicité, donc voilà la couverture du bouquin qui raconte tout ça et un certain nombre d'autres choses encore. Et puis je le dis ou je le rappelle, j'anime un blog qui porte le doux nom de la hutte des classes, bon, qui vous donne une petite idée de là où je parle au cas où vous en seriez pas encore rendu compte, mais où je mets à la fois ben, mon actualité, les interviews, les vidéos, les articles et tout ce que vous voulez, et aussi je réfléchis à voix haute sur un certain nombre de questions, et je dois bien dire que les échanges avec les internautes sur le blog ben, m'ont beaucoup aidé à me faire mes idées, à essayer à éviter un certain nombre d'erreurs, etc. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Vous pouvez le regarder, vous pouvez vous abonner et vous pouvez venir interagir avec moi. Ce sera avec plaisir. J'essaye de répondre à tous celles et tous ceux qui me parlent. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. J'espère ne pas avoir été trop long. Voilà, je remets, je vais arrêter le partage et m'en remettre à votre verdict.